Bonjour à tous, aujourd'hui cette vidéo est là pour corriger l'exercice 3 du sujet de Polynésie de mai 2022. Donc c'est pour le 5 mai 2022, il y a deux sujets, faites attention. C'est l'exercice 3, il porte sur les suites numériques. Exercice très intéressant avec un algorithme qui fait intervenir des listes. Voilà, on y va. Alors, cet exercice 3 porte sur les suites numériques. Donc voilà, on a une suite U qui est définie par U0 égale 1 et pour tout entier naturel n, on a la formule de récurrence qui est indiquée ici. Première question, on va vérifier si vous savez calculer déjà la base des termes d'une suite avec une formule de récurrence. Donc calculer les termes U1, U2, U3, on donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles. On y va. Donc je commence par me recopier la formule de récurrence de ma suite ici. Et je répète mon premier terme, U0, qui est égal à 1. Donc je dois calculer, dans un premier temps, on m'a demandé de calculer U1, U2 et U3. Alors, pour U1, je vais utiliser la formule de récurrence. Donc si je veux calculer U1, je me sers du terme précédent. Donc le terme qui précède U1, c'est U0. Donc U0 sur 1 plus U0. Donc U0 sur 1 plus U0. C'est égal à... Donc U0, eh bien, c'est 1 divisé par 1 plus U0 qui vaut toujours 1, ça ne va pas changer, c'est égal à 1 demi, fraction irréductible, j'ai trouvé ce que je voulais. Pour U2, j'ai besoin donc, pour calculer U2, du terme précédent, donc U1. Donc je vais faire U1 divisé par 1 plus U1. C'est égal à, U1 est égal à 1 demi, donc cela donne 1 demi divisé par 1 plus 1 demi. Pour effectuer ce calcul, il faut d'abord vous arranger pour ne plus avoir une somme comme opération principale au dénominateur, mais avoir plutôt une fraction. Donc on va mettre au même dénominateur 1 et 1 demi. Donc 1 c'est 2 demi, donc ça va faire 1 demi divisé par 2 demi plus 1 demi, ce qui donne 3 demi. Ensuite, vous savez que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc finalement, diviser par 3 demi, cela revient à multiplier par l'inverse de 3 demi, c'est-à-dire 2 tiers. Je peux simplifier par 2 ici, cela donne 1 tiers. Donc finalement, U2 est égal à 1 tiers. Il me reste à calculer U3 pour terminer cette question. J'ai donc pour calculer U3 besoin de U2, car c'est égal à U2 divisé par 1 plus U2. Donc U2 divisé par 1 plus U2, ce qui est égal à U2, allez, 1 tiers, donc cela donne 1 tiers divisé par 1 plus 1 tiers. Ce qui est égal à, toujours pareil, je dois mettre au même dénominateur ici, donc 1 plus 1 tiers, 1 c'est 3 tiers. Donc finalement, ça donne 1 tiers divisé par 3 tiers plus 1 tiers, cela donne 4 tiers. Et divisé par 4 tiers, cela revient à multiplier par l'inverse de 4 tiers. Cela donne donc 1 tiers fois 3 quarts. 3 quarts qui est l'inverse de 4 tiers. Je simplifie par 3. Cela donne 1 quart. J'ai donc calculé U1, U2, U3 et j'ai donné leurs expressions sous forme de fractions irréductibles. J'ai donc répondu à la question 1A. Pour la question 1B, on nous dit recopier le script Python ci-dessous et compléter les lignes 3 et 6, donc c'est là où il y a des petits pointillés, pour que liste K, c'est-à-dire la fonction qui est définie ici, prenne en paramètre un entier naturel K et renvoie à la liste des premières valeurs de la suite U de U0 à UK. Alors, j'ai recopié ici l'algorithme à compléter. Il faut compléter ici et ici. Alors, le but, c'est qu'à la fin de l'exécution, eh bien, si l'utilisateur, vous voyez, lance la fonction list, donc vous voyez, quand on définit une fonction, c'est pour qu'après, dans la console, l'utilisateur, quand il veut l'utiliser, il est juste à écrire list et qui précise la valeur de K qu'il souhaite. Alors, nous, le but, c'est de renvoyer les termes d'une suite, tous les termes d'une suite, une liste avec dedans chaque terme d'une suite jusqu'à UK. Donc par exemple, si l'utilisateur écrit liste 5 dans la console, ça va lui renvoyer que la liste L, eh bien, dedans, il y aura U0, suivi de U1, suivi de U2, suivi de U3, suivi de U4, suivi de U5. Voilà, il faut que ça renvoie ça. Alors, l'algorithme fonctionne de la manière suivante, comme à chaque fois qu'on souhaite
compléter une liste, eh bien, par exemple, on peut créer une liste qui est vide. Vous voyez, on met des crochets, dedans, il n'y a rien, c'est-à-dire que pour l'instant, elle est vide. Ensuite, cette liste, on va venir la compléter au fur et à mesure. Donc, vous avez un algorithme qui, à la fois, calcule les termes les uns à la suite des autres, et qui, en même temps, à chaque fois qu'il a calculé un terme, va venir le rajouter dans la liste grâce à l'instruction l.append u. Donc, au départ, liste vide, et U, eh bien, le tout premier terme de la suite, on le connaît, c'est 1. Pas besoin de le faire calculer par l'algorithme, puisque on sait déjà que la suite démarre à U0 égale 1. Ensuite, ici, on a une boucle for. Donc, ça veut dire que pour i allant de 0 jusqu'à... Alors, attention, ici, quand vous avez du range dans Python, ici, vous voyez k plus 1. En réalité, Python s'arrête toujours un cran avant. Donc, en réalité, il va prendre i allant de 0 à la valeur k. C'est toujours comme ça dans Python. La valeur qui est indiquée ici, eh bien, i s'arrête avant. Ici, c'est précisé 0,k plus 1. En réalité, le créateur du sujet aurait juste pu mettre k plus 1, puisque Python démarre automatiquement à 0. Ce n'est pas la peine de lui préciser. En général, on précise quand on veut justement que ça ne démarre pas à 0. Bon, le créateur a décidé de le mettre, on l'accepte, on le prend comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, ces instructions ici, là, vous voyez, il y a un petit alinéa, toutes ces instructions ici vont être répétées pour i qui prend des valeurs de 0 jusqu'à k finalement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au début, i va être égal à 0. Et donc, il va se passer qu'on va avoir l'instruction l.append u. Ça veut dire qu'on rajoute la valeur de u dans la liste L. Alors pour l'instant, le premier tour de boucle, la liste L était vide. Donc en fait, dans L, eh bien, on va rajouter U qui pour l'instant vaut 1. Donc en fait, sans le savoir, eh bien l'algorithme est en train de mettre U0 dans la liste. Alors il ne met pas U0, il met 1, mais nous on sait que ça correspond à U0. Ensuite, ici, U égale, il va falloir donner une instruction. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, pour compléter et aller jusqu'à U5, eh bien, il va falloir faire des tours de boucle ici. Donc, i après avoir été égal à 0, eh bien, il va être égal à 1. Et donc, il va falloir refaire l'instruction. Si je n'avais pas mis u égale, je me retrouve à nouveau avec l'instruction l.append u. Ça veut dire qu'on va rajouter dans la liste ce qu'il y a dans u. Mais dans u, qu'est-ce qu'il y a actuellement? Il y a 1. Or, nous, ce qu'on voudrait, c'est rajouter u1. Donc, c'est la valeur du terme suivant, u0. Donc, il faut une instruction. Une fois qu'on a rajouté u à l'étape d'avant, il faut une instruction qui permet de calculer le nouveau u. Pour calculer le nouveau u, on reprend la formule de récurrence. Je vous la rappelle, dans l'exercice, un plus 1 est égal à un divisé par 1 plus un. Donc, pour avoir le nouveau u, il faut prendre l'ancien et le diviser par... Alors, attention, dans Python, on écrit les opérations en ligne. Donc, faites très attention. On doit diviser par 1 plus l'ancien u. Donc, 1 plus l'ancien u. Alors, si j'écris ça comme ça, je vais avoir un souci. Python ne va pas comprendre ça. Python, il va comprendre l'ancien u divisé par 1 plus l'ancien u à nouveau. Il va comprendre ça, il ne va pas diviser par 1 plus un, il va diviser par 1 et il rajoutera un. Si vous ne voulez pas qu'il fasse ça, il faut rajouter des parenthèses ici. Et donc finalement, à chaque tour de boucle, on va rajouter le u à la liste et calculer le nouveau u. Donc là, par exemple, deuxième tour de boucle, on rajoute ici U1 et en sous-marin, l'algorithme a calculé U2. Troisième tour de boucle, il rajoute U2. En sous-marin, l'algorithme va calculer U3. Et ainsi de suite jusqu'au tour de boucle K où, en fait, eh bien, on va rajouter du coup jusqu'au tour de boucle où il vaut K. Et donc, du coup, on va rajouter celui qui va s'appeler UK. Voilà, donc à compléter, alors même si on ne comprend pas tout ce qu'il y a dans l'algorithme, à compléter dans les algorithmes, vous avez toujours ici la valeur initiale de la suite U, et ensuite ici vous avez la formule de récurrence qu'on réécrit. Donc finalement, même sans tout comprendre, cet algorithme est largement, on peut le compléter très facilement. On passe à la question suivante. Alors on admet que pour tout entier naturel n, un est strictement positif. Donc on l'admet, c'est-à-dire que vous n'avez pas à le démontrer, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour démontrer d'autres choses en revanche. Déterminer le sens de variation de la suite U.
Alors pour déterminer le sens de variation d'une suite, eh bien, il y a plusieurs méthodes. La première peut-être à laquelle nous pouvons penser, eh bien, c'est de calculer pour tout n appartenant à grand N, de calculer la différence entre un plus 1 et un. C'est vraiment la basique, celle-là, hein, c'est la première que vous avez vue dès la première. On calcule la différence entre deux termes. Si la différence est positive, c'est que le premier nombre est plus grand que ce qu'on lui a retiré. Si la différence est négative, c'est que ce qu'on a retiré était plus grand que ce qu'on avait au départ. Donc ça va nous permettre de savoir qui de deux termes qui se suivent est le plus grand. Ça nous donnera donc les variations de la suite. Donc je vais calculer un plus 1 moins un. Alors bien entendu, je vais me servir de la formule de récurrence de l'énoncé. Un plus 1, l'énoncé m'a dit que c'était finalement un sur 1 plus un. Je vais retirer, alors un, lui, je n'y touche pas. Comme ça, vous voyez, je vais pouvoir faire des calculs avec des un. Je ne le remplace pas, du coup. Je vais, pour essayer de trouver le signe ici de cette expression, pour l'instant, l'opération principale est une soustraction. Donc, trouver le signe d'une soustraction, ça peut être très compliqué. On préfère avoir des produits ou des quotients. Pour avoir un quotient ici, c'est facile, je vais mettre au même dénominateur. J'obtiens un, donc le tout sur 1 plus un. Et donc, si je mets un sur 1 plus un, je dois le multiplier par 1 plus un. Ça me donne donc moins un qui est multiplié par 1 plus un. Voilà. Ici, je vais développer le numérateur. J'obtiens un moins un fois 1, donc moins un fois un, donc moins un au carré. Le tout divisé par 1 plus un. C'est égal à, alors là j'ai un moins un qui s'annule. Il me reste donc moins un au carré sur 1 plus un. Donc finalement, la différence un plus 1 moins un est égale à moins un carré sur 1 plus un. Alors la question c'est est-ce qu'avec cette expression, je peux conclure quant au signe du coup de l'expression ou est-ce qu'il faut que je continue à modifier puisque si jamais je ne peux pas trouver le signe directement. Alors j'observe cette expression. Le numérateur ici est un carré. Il est donc positif. Alors, je peux même dire qu'il est strictement positif, puisqu'un carré vaut 0 que si le nombre que j'ai mis au carré est égal à 0. Alors, la question, c'est est-ce que un peut être égal à 0? Je me souviens de mon énoncé qui me disait que un était strictement positif. Donc, un ne vaut jamais 0, ce qui veut dire que le carré ici est strictement positif. Donc ça, déjà, je vais pouvoir le dire. Voilà qui est fait pour tout n appartenant à grand N. Un est strictement positif, donc ça c'était admis dans l'énoncé. Donc finalement, quand je mets au carré, c'est bien strictement positif. Normalement, un carré c'est supérieur ou égal à 0. Mais si je sais que le nombre qui est à l'intérieur eh bien, ne vaut jamais 0, je sais que le carré ne sera non plus jamais égal à 0. Ensuite, 1 plus un, le dénominateur. Eh bien, comme je sais que un est strictement positif, eh bien, quand je lui rajoute 1, cela reste strictement positif. On rédige ça. Alors, comment on rédige ça proprement? Eh bien, on va dire que pour tout n appartenant à grand N, on sait que un est strictement positif. Donc, si je rajoute 1 dans les deux membres de l'inégalité, j'obtiens que 1 plus un est strictement plus grand que 0 plus 1, c'est-à-dire que 1. Et être strictement plus grand que 1, eh bien, finalement, c'est être strictement positif, puisque 1 est lui-même strictement positif. Donc, je peux conclure que 1 plus un, eh bien, finalement, est strictement positif. Donc, j'ai trouvé que le numérateur était strictement positif, le dénominateur est strictement positif, donc le quotient ici est strictement positif, et donc moins un carré sur 1 plus un, c'est moins un nombre positif, ça va donc être négatif. Donc ça, on peut l'écrire, alors c'est pareil. On va dire donc... Eh bien, pour tout n appartenant à grand N, mettez bien vos quantificateurs. Eh bien, un au carré sur 1 plus un, eh bien, je viens de prouver que c'était strictement positif. Et donc, eh bien, moins un au carré sur 1 plus un, finalement, est strictement
négatif. J'ai multiplié par moins 1 des deux côtés. J'ai donc dû changer de sens. À partir de là, on se rappelle que finalement, ce quotient ici, c'était un plus 1 moins un. Donc, ça veut dire que un plus 1 moins un est toujours strictement négatif. Donc, je le dis. Donc, pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 moins un est strictement négatif. Donc, ça veut dire qu'ici, si je transpose un, j'obtiens que un plus 1 sera toujours plus petit que un. Ça veut dire qu'un terme qui arrive est toujours plus petit que celui qui le précédait. Donc, ça veut dire que la suite est en fait décroissante. Je conclus donc, un est une suite qui est décroissante. Voilà pour le sens de variation de cette suite U. On peut donc passer à la question 3. La question 3, c'est en déduire que la suite U converge. Alors, bien évidemment, quand on vous dit en déduire, il faut se servir de ce qui a été fait avant. Alors, qu'est-ce qui a été fait avant? Petit réflexe, vous regardez la question précédente. C'était le sens de variation de la suite U. On a trouvé qu'elle était décroissante, cette suite U. Alors, quand on vous parle de la convergence d'une suite juste après avoir trouvé le sens de variation, eh bien, demandez-vous si ce n'est pas un des deux théorèmes. Vous savez, il y a un théorème qui dit que si il y a une suite qui est décroissante et minorée, eh bien, cette suite converge. Et il y a un théorème qui dit que si on a une suite qui est croissante et majorée, eh bien, elle converge. Donc, nous, on est dans le cas où, finalement, très certainement, on a prouvé qu'elle était décroissante. Il ne reste plus qu'à trouver où est-ce qu'on peut savoir qu'elle est minorée et on pourra directement conclure qu'elle converge. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est minorée? Eh bien, finalement, on nous a dit que U était strictement positif et qu'on l'admettait. Strictement positif, ça veut dire que finalement, la suite U est minorée par 0. Donc, eh bien, on va dire ça. On va dire que U étant strictement positif, la suite U est minorée par 0, qu'on a montré qu'elle était décroissante et que donc elle est forcément convergente et qu'elle converge vers un réel L qui est supérieur à ou égal à 0. Donc, on répète bien tous les arguments d'après la question de U est décroissante. U est minorée par 0 car pour tout n appartenant à grand N, on nous a dit que UN était strictement positive. Donc, finalement, U converge vers un réel petit l. Et ce réel petit l, comme la suite était minorée par 0, eh bien, il est forcément supérieur ou égal à 0. Attention, on peut avoir une suite qui est strictement positive, mais qui converge quand même vers un réel qui vaut 0. Donc, ne mettez pas un strict ici. C'est tout à fait possible que la limite de la suite soit égale à 0. Quand vous avez une suite qui tend vers 0, eh bien, de temps en temps, elle n'est jamais, c'est même quasiment la plupart du temps, eh bien, elle ne vaut jamais 0. Elle a beau avoir pour limite 0, elle ne vaut jamais 0. Voilà pour cette question 3. Question 4. Déterminer la valeur de sa limite. Alors déjà, on sait que sa limite est petit l, que j'ai nommé petit l dans la question d'avant, est supérieure ou égale à 0, puisqu'elle est supérieure ou égale au minorant que vous avez choisi. Donc moi, j'avais choisi 0. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on a face à nous, alors on n'a pas de formule explicite. Vous voyez, si jamais j'avais eu que un était égal, par exemple, à 3 moins 4 fois n, eh bien avec une formule explicite, c'est-à-dire un qui est exprimée simplement en fonction de n, j'aurais pu déterminer la limite en disant n tend vers plus infini, donc moins 4n tend vers moins infini, blablabla, blablabla. Là, le souci, c'est que ce que je connais de la suite U, ça n'est pas une formule explicite, mais une formule de récurrence. Au passage, je peux rappeler que U0 vaut 1. Voilà. Quand j'ai une formule de récurrence, pour trouver directement la limite, eh bien, ça n'est pas les opérations ici que je vais utiliser. Ce que je vais utiliser, c'est ce que vous pouvez appeler le théorème du point fixe, ou tout simplement, c'est la fonction associée à cette suite ici. Donc, je commence par définir une fonction f qui est associée à la formule de récurrence, c'est-à-dire que ici, je vais créer la fonction f qui est définie sur R+. Alors pourquoi R+? Eh bien parce que, en fait, vous voyez, la fonction f, ça va être x sur 1 plus x, et mon but, ça va être de remplacer x par un. Or, un, je sais qu'elle est strictement positive. Donc, je peux restreindre ma fonction f à
R+. Et sur R+, en plus, je n'ai pas la valeur interdite, hein, qui serait x égale moins 1. Donc, c'est parfait. J'ai créé la fonction f de x qui vaut x sur 1 plus x, justement, pour que, ici, un plus 1 soit égal à f de un. On a donc, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un plus 1 qui est égal à f de un. Effectivement, si je remplace x par un, j'obtiens un sur 1 plus un. Donc l'image de un n'est autre que un plus 1. Donc un plus 1, c'est l'image de un par la fonction f. Je vais passer cette égalité à la limite. Donc, je peux dire que la limite, puisque je sais qu'elle existe, hein, attention, hein, je n'écris pas limite comme ça n'importe comment, je sais que la limite que la limite de la suite u existe, donc la limite de la suite un plus 1 existe, que c'est la même d'ailleurs. Donc la limite de un plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de f de un. Si j'ai deux suites qui sont égales, leurs limites sont égales. Maintenant, ce que j'aimerais bien dire, c'est que du coup, ici, la limite qui vaut petit l, puisque la limite de la suite un plus 1, c'est la même que la limite de la suite un, eh bien ici, ça va être, j'aimerais bien dire que c'est f de la limite de un. Donc j'aimerais bien écrire que c'est égal à f de la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà ce que j'aimerais bien écrire et dire que la limite de un, bah, finalement, c'est petit l et que donc L est égal à f de petit l. Voilà ce que j'aimerais bien écrire. Seulement, l'interversion limite fonction n'est pas gratuite. Il faut, pour que ça fonctionne, eh bien, que votre fonction, ici, soit continue en la limite de un, donc en petit l. Donc ici, quand vous intervertissez limite et fonction, eh bien, il faut préciser car f est continue. Alors, soit vous précisez qu'elle est continue simplement en petit l, soit vous précisez, du coup, puisque petit l, on ne sait pas encore trop ce que ça vaut, eh bien, vous précisez qu'elle est continue sur R+. Voilà. Ça, ce qui permet d'intervertir limite et fonction, c'est le chapitre sur la continuité qui permet de le dire. Donc voilà, si vous devez justifier que la fonction f est continue, normalement, si vous mettez ça, hein, c'est déjà très très bien. Eh bien ici, c'est une fonction continue, bah, notamment vous pouvez dire parce qu'elle est dérivable, vous pouvez calculer sa dérivée. Voilà, c'est une fonction rationnelle, elle est dérivable, elle est continue sur les intervalles sur lesquels elle est définie. Voilà, donc le petit l qu'on cherche, c'est un petit l qui est égal à sa propre image par la fonction f. C'est ce qu'on appelle justement un point fixe, puisque quand on lui applique la fonction f, eh bien on retrouve à nouveau l, donc on peut considérer qu'il est fixe par la fonction f. Vous pouvez passer ces étapes. Alors, vous êtes obligé d'introduire la fonction f, a priori, si vous voulez faire ça proprement. Vous êtes obligé de dire ça également si vous voulez faire ça proprement. Vous pouvez peut-être esquiver ces deux lignes-là en disant que f est continu sur R+, et donc que vous appliquez ce qu'on appelle le théorème du point fixe. Voilà. J'aime pas trop dire ça, mais il y en a qui le disent. Donc, L égale f de L, et donc maintenant, je vais résoudre cette équation f égale f de L. Donc, je vais effacer... et je vais repartir de L égale f de L. Alors, je n'ai pas encore effacé, j'ai réécrit L égale f de L. Donc, ça est équivalent à dire que L est égal, alors f de L, donc c'est f de x où j'ai remplacé x par L, donc ça donne L divisé par 1 plus L. Voilà, donc le but, ça va être de résoudre cette équation. Maintenant, je peux effacer. Et on va résoudre cette équation. Alors, pour résoudre cette équation, eh bien, je peux multiplier des deux côtés de l'égalité par 1 plus L. Ça me donne 1 plus L fois L qui est égal à petit l. Ici, alors attention, ne dites pas il y a L des deux côtés, je divise par L des deux côtés. Vous ne pouvez pas diviser par L ou simplifier parce que si vous simplifiez, ça revient à diviser par L. Et si vous faites diviser par L, comme L, vous n'êtes pas sûr que ça n'est pas 0, eh bien vous allez faire des bêtises. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, j'insiste fortement là-dessus. Il ne faut pas faire de division par L ou de simplification par L.
parce que vous ne savez pas si L vaut 0. Si jamais L vaut 0, vous n'avez pas le droit de diviser. Donc, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est vous pouvez vous arranger pour avoir tout dans le même membre. Donc, par exemple, ici, je m'arrange pour avoir 0 dans le membre de droite. Et maintenant, je m'aperçois, soit vous développez avant de factoriser, soit vous voyez tout de suite qu'en fait, on peut mettre en facteur par L. Si vous avez développé, c'est pas grave, vous pouvez quand même mettre en facteur par L. Et donc, je vais avoir 1 plus L moins 1 facteur de L. Alors, vous voyez, là, ici, j'ai voulu factoriser. C'était peut-être pas ce que j'avais de plus malin à faire. Si jamais j'avais développé, ça m'aurait donné quoi? Alors, si j'avais développé, ça m'aurait donné 1 fois L, L, plus L fois L, L carré, moins L égale 0. Et donc, c'est équivalent à dire que L au carré est égal à 0. Et donc, si L au carré vaut 0, c'est équivalent à dire que petit l, en fait, vaut 0. Voilà, donc finalement, vous voyez, la limite est égale à 0. Donc, alors, vous pourriez dire, bah oui, mais finalement, moi, quand je l'ai fait, eh bien, je me suis séparé du L et ça m'a donné la même chose. Parce que bah, j'avais 1 plus L fois L est égal à L. J'ai divisé par L, ça me donnait 1 plus L égale 1. Donc, ça veut dire que L égale 1 moins 1. Donc, ça veut dire que L égale 0. Donc, finalement, j'ai trouvé la même chose. Oui, vous avez trouvé la même chose, mais il y a une erreur fondamentale que vous avez faite. Vous avez divisé par L. Alors que L, bah, vous avez vu à la fin ici, hein, on voit qu'en fait, L vaut 0. Donc, vous avez divisé par 0. Donc, vous ne voyez peut-être pas votre erreur, mais en fait, il y a une erreur très grave, c'est que vous avez divisé par 0. Et quand on divise par 0, on peut arriver à prouver des choses du type bah, 1 égale 2, par exemple. Donc, même si vous retombez sur vos pattes, eh bien, en fait, c'est un coup de chance. Donc, ne pensez pas que vous avez raison en faisant cette simplification. Donc, finalement, L égale à 0. Et donc, ça veut dire que la suite U converge vers 0. Et on a fini cette question 4. Cela nous amène à la question 5a. 5a, c'est conjecturer une expression de un en fonction de n. Conjecturer, ça veut dire que c'est par l'observation, en fait, que vous devez faire ça. Et ensuite, on vous dit, vous voyez, démontrer par récurrence la conjecture précédente. Alors, quand vous voulez conjecturer quelque chose, hein, il faut observer. Donc, qu'est-ce qu'on a observé? Bah, U0, on sait qu'il vaut 1. On nous a demandé de calculer U1, U2, U3. U1, c'était un demi. U2, c'était un tiers. U3, c'était un quart. Donc, visiblement, on dirait bien, vous voyez, que le dénominateur à chaque fois augmente de 1 et que le numérateur reste égal à 1. Donc, si on veut conjecturer la formule, moi, je conjecturerais que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un est égal à 1, qui reste toujours au numérateur. Et au dénominateur, par contre, je fais attention, vous voyez, ici, je me retrouve systématiquement avec un nombre, un entier, qui est supérieur, enfin, qui est l'entier qu'on avait en indice, plus 1, vous voyez. 1, je peux le voir comme étant 1 sur 1. Donc, finalement, 1 ici, c'est l'entier qui est juste au-dessus de 0. 2, c'est l'entier qui est juste au-dessus de 1. 3, c'est l'entier qui est juste au-dessus de 2. 4, c'est l'entier qui est juste au-dessus de 3. Donc, si ça continue comme ça, visiblement, quand j'ai un entier n, ce que je retrouve ici, c'est l'entier n à qui j'ai rajouté 1. Donc, moi, la conjecture que j'aurais faite, si je passais mon bac à votre place, eh bien, c'est que pour tout n appartenant à grand N, un serait égal à 1 sur n plus 1. Voilà, c'est la sensation, voilà, donc c'est ça qui va être ma conjecture. Donc, en observant U0, U1, U2, U3, je conjecture que pour tout n appartenant à grand N, un est égal à 1 sur n plus 1. Et donc, je rappelle la question petit b, c'est démontrer par récurrence la conjecture précédente. Donc, ça veut dire que je vais démontrer par récurrence que un est bien égal à 1 sur n plus 1. Donc là, je croise les doigts pour avoir bien conjecturé, parce que sinon, eh ben, peut-être que je n'y arriverai jamais. Donc, je vais montrer par récurrence que la propriété Pn, qui est que un serait égal à 1 sur n plus 1, est vraie pour tout n appartenant à grand N. On va commencer par l'initialisation.
Donc l'initialisation, ça consiste à vérifier que la propriété est vraie pour le tout premier n qu'on considère ici. Alors nous, on veut montrer ça pour tout n appartenant à grand n, donc le tout premier n, eh bien c'est n égale 0. Donc je veux montrer que P0 est vrai. Alors sur un brouillon, je peux me noter ce que c'est que P0. P0, c'est la propriété qui dirait que U0 est égal à 1 sur 0 plus 1. Alors est-ce que c'est vrai? Eh bien évidemment oui. Donc je vais répéter U0 égale 1, ça c'est l'exercice qui me l'a dit. Et si j'applique cette formule, 1 sur 0 plus 1, c'est égal à 1 sur 1, qui est égal à 1. Donc finalement, je peux dire que U0 est égal à 1 sur 0 plus 1, et que donc P0 est vrai. Donc P0 est vrai. Alors vous avez le choix, soit vous dites est vrai, soit vous dites est vérifié. Les deux sont corrects. Donc maintenant que j'ai initialisé la propriété, c'est-à-dire que je me suis assuré qu'elle était vraie pour le tout premier n que je considérais, eh bien désormais, je vais montrer que cette propriété est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se retransmet de génération en génération, c'est-à-dire que si elle est vraie pour une génération n, automatiquement elle sera vraie pour la génération n plus 1. C'est parti, j'efface et je rédige. Donc l'hérédité, je choisis un n complètement au hasard dans les entiers naturels et je suppose que la propriété Pn, donc Un égale 1 sur n plus 1, est vraie, donc pour ce n choisi complètement au hasard. Je vais montrer que dans ce cas-là, la propriété Pn plus 1, donc c'est-à-dire le rang juste après le n que j'ai choisi au hasard, eh bien est vraie. C'est-à-dire que je vais montrer que Pn entraîne Pn plus 1. Donc, en quoi le fait que cette propriété est vraie va entraîner que celle-là est vraie? Alors, il faut trouver un lien entre les deux. Le lien entre les deux, alors déjà, peut-être que Pn plus 1, vous n'avez pas réussi à l'écrire. Pn plus 1, pour l'écrire, il faut reprendre Pn en remplaçant les n par des n plus 1. Donc, ça devient U, je remplace n par n plus 1, donc ça devient Un plus 1 égale 1 sur, je remplace n par n plus 1, donc n plus 1 plus 1. N plus 1 plus 1, c'est égal à n plus 2, donc c'est pour ça que j'ai mis ici n plus 2. Donc, quel est le lien? Comment je peux faire un lien entre cette formule et celle-là? Le lien, il va être fait par la relation qui relie Un et Un plus 1. Je vous rappelle que dans l'énoncé, la suite est définie par récurrence et que Un plus 1 est égal à Un sur 1 plus Un. Voilà. Donc moi, je vais partir de cette relation-là. Un plus 1 égale Un sur 1 plus Un. Et puis mon idée, ça va être de remplacer Un par ce que j'ai supposé comme étant vrai, c'est-à-dire par 1 sur n plus 1. Voilà, on se lance dans les calculs. Alors, on va dire Un plus 1 égale. Donc, Un plus 1, c'est égal à Un sur 1 plus Un. Ce qui est égal à, alors ici, Un. J'ai supposé que c'était égal à 1 sur n plus 1, donc ça me donne 1 sur n plus 1 sur 1 plus 1 sur n plus 1, ce qui est égal à, alors là je vais mettre au même dénominateur le dénominateur, dans le but après de dire que j'ai divisé par un nombre et donc que je vais multiplier par l'inverse, donc ça me donne 1 sur n plus 1 sur... Et donc là, 1, je peux le voir comme étant n plus 1 sur n plus 1, pour le mettre au même dénominateur. Donc ça me donne n plus 1 plus 1, donc n plus 2 sur n plus 1. Je répète ce que j'ai fait. 1, c'est n plus 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 1. Donc tout ça, si je le mets sur un seul trait de fraction, ça fait n plus 1 plus 1, ce qui donne n plus 2. Finalement, c'est égal à divisé par n plus 2 sur n plus 1, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc ça donne 1 sur n plus 1, ça c'était le numérateur, qui est multiplié par l'inverse de n plus 2 sur n plus 1, donc par n plus 1 sur n plus 2. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir simplifier par n plus 1. J'obtiens donc 1 sur n plus 2. Alors, vous pouvez signaler, il y en a qui aiment bien voir ça sur les copies, quand vous utilisez l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que Un est égal à 1 sur n plus 1, il y en a qui aiment bien mettre sous le égal où ça s'est passé, HR comme hypothèse de récurrence pour montrer qu'on a utilisé cette propriété-là à ce moment-là.
Donc finalement, on a prouvé que un plus 1 est égal à 1 sur n plus 2, ce qui était ici. Donc on a prouvé que Pn entraîne Pn plus 1. Alors on peut conclure que donc Pn plus 1 est vrai. Et que donc on a prouvé que Pn entraîne Pn plus 1. Conclusion, on a montré que la propriété était initialisée et qu'en plus de ça, elle est héréditaire. Donc on peut conclure que pour tout n appartenant à grand N, la propriété Pn est vraie. Donc finalement, la propriété Pn, c'était que un était égal à 1 sur n plus 1. Voilà pour la conclusion de ce raisonnement par récurrence. Voilà, on a terminé cet exercice, donc vous pouvez le refaire, vous pouvez également en faire d'autres. Si vous souhaitez vous entraîner encore sur ce sujet de Polynésie mai 2022, sachez qu'il y a déjà la correction en ligne de l'exercice 2 qui porte sur les probabilités et il va y avoir très prochainement, dans les heures qui viennent, la correction de l'exercice sur la géométrie dans l'espace, l'exercice 4. À bientôt!